La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire. Une émission signée Jean-Charles Déziel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec Notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, pour vous accompagner aujourd'hui, Éric Lebel. Le 9 novembre dernier avait lieu à la librairie Olivieri un débat entre deux auteurs, Simon Harel, qui vient de faire paraître chez Varia un ouvrage intitulé « Foutu Chartres, journal de mauvaise humeur », et Christian Saint-Germain, l'auteur de « Le mal du Québec, désir de disparaître et passion de l'ignorance », paru chez Libert. Antoine Robitaille, éditorialiste au journal Le Devoir, était l'animateur de ces échanges dont voici quelques extraits. Ce soir, donc, on a avec nous deux auteurs, Christian Saint-Germain, l'auteur du Mal du Québec, et Simon Harel, auteur de Foutu Chartres. Et on va essayer de discuter de ces deux livres-là, une lecture très contrastée, mais qui se rejoignent sur une critique, je dirais, du Parti québécois, très différente, et de la souveraineté. Curieusement, il n'y a pas beaucoup de place dans leur critique politique parce que ce ne sont pas des livres strictement politiques, mais quand même pas beaucoup de place pour le parti au pouvoir, curieusement. On s'attaque principalement au Parti québécois, ça sera une de mes questions d'ailleurs. Ce Parti québécois qui n'a été que 18 mois au pouvoir depuis 2003. Donc, je pense qu'on est devant deux désillusions brutales. D'un côté, du côté de Saint-Germain, une souveraineté en faux-fouillant une sorte d'outil pour obtenir le pouvoir, et de l'autre, un projet qui, à force de ne pas se faire, est devenu peut-être d'extrême droite, a dérivé au point de produire le projet vexatoire de la Charte des valeurs. Je vais commencer tout de suite par une question à M. Harel. Donc, Simon Harel, hier, quand j'ai vu que Donald Trump était en avance, j'ai pensé à vous, parce que je me souvenais de la phrase, vous dites, reprenons les choses une à une, j'écris un journal, je note mes pensées, je les consigne, j'en fais l'élément le plus concret d'un passage à vide, car j'ai vécu ces derniers mois des difficultés majeures qui n'ont rien à voir avec ma vie personnelle, mais qui ont tout à voir avec la façon dont la vie politique a fait irruption dans ma vie personnelle, dont certains personnages politiques, par exemple, cette Pauline Marois, puis à peu près au même moment, ce Bernard Drinville ont fait irruption dans ma vie, en ont gâché la quiétude, alors que je revendique le droit à cette quiétude, ce droit à l'individualisme, à la tranquillité. Et là, je me disais, Donald Trump, est-ce que ça va vous plonger dans... Vous allez prendre beaucoup d'Advil. Vous dites que vous abusez parfois de la pilule. Je fais attention quand même aux milligrammes. Non, bon, je veux dire, comment vous dire ce qui s'est passé hier, ça c'est... je sais pas comment le qualifier, là. Je suis encore, non pas sous le choc, mais je serais un peu tout simplement sidéré. Parce que par rapport au projet de la Charte des valeurs, c'est comme c'est sûr, un cataclysme beaucoup plus grand. Oui, mais d'une certaine manière, c'est un élément qui est absolument pas négligeable pour moi. Donc, loin de moi l'idée là de pratiquer un isolationnisme québécois à l'égard des États-Unis là, et de les bouder pendant 4 ans. Vous y allez... J'y vais. J'ai un peu moins le goût d'y aller en ce moment, mais ça passera. Mais peut-être répondre de manière beaucoup plus nette à votre question. Pour moi, ce journal, cette fiction, ont été nécessaires pour pouvoir parler de la charte dans un registre qui ne serait pas celui de l'essai, encore moins celui du pamphlet. Ce qui, de la part de mon personnage principal, joue de manière très nette à propos de la charte, pour en parler, c'est le fait que, d'une certaine manière, elle dissuade les Québécois de se poser la question de leur responsabilité à titre de majorité. Et moi, je suis convaincu, cette fois
Personnellement, là, Simon Harel, je suis convaincu que les Québécois représentent et ont tout à fait raison de revendiquer leur statut récemment acquis de majorité sociale, économique et pas tant identitaire, sociale et économique. Donc le nous, contrairement à votre personnage, le nous, il a quelque chose de légitime. Votre personnage, il déteste le nous, là, il dit... Non, il déteste pas le nous. Je sais plus où... il déteste le nous, Voyons. comment dire, spinner, il déteste le... Ah, c'est ça, voilà. On lit les mêmes passages incriminants, défends-toi. Ils disent nous et prétendent parler au nom de la loi comme d'autres, pervers. ethno-nationalistes extrémistes, dont ils se distinguent par ailleurs, mais il est clair que le nous est trompeur. Écoutez, moi je sais pas, mais le nous collectif... C'est Simon Harel ou c'est... Oh, je vous dirai pas. Le nous collectif, simplement pour revenir sur la question de la responsabilité. De la majorité. Oui, la responsabilité d'une collectivité en santé là, implique le respect des droits des minorités. Et je ne supporte pas plus le discours sirupeux de la diversité, de l'inter ou du multiculturel, qui relève, à mon avis, d'une forme de niaiserie identitaire, qui ne permet pas d'envisager les enjeux très réels. Les enjeux très réels sont des enjeux économiques. C'est le sous-emploi des immigrants, c'est le profilage racial, c'est le délit de faciès. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on intègre une communauté, c'est en lui donnant des emplois, en permettant aux enfants de s'instruire, puis d'être accueillis à l'école, ce qui, la plupart du temps, cause moins de problèmes à l'école que pour les parents. À partir de là, moi, ce que je dis, c'est que pour un moment bref de l'histoire du Parti québécois, celui qui fait l'objet de mon journal, ce nous a été utilisé à des fins d'accentuation d'un discours extrémiste qui, à certains égards, et ça, c'est mon point de vue comme auteur, rejoint certaines politiques d'extrême droite européenne et qu'on n'a pas de raison d'en être fier. Point. À partir de là, on peut faire intervenir toutes sortes de débats de société sur des enjeux de laïcité. Donc là, vous le prenez à votre compte? À certains égards, quelquefois. OK, vous le prenez à votre compte. Là, on a laissé la fiction, là. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Est-ce que la fiction, et là vous dites c'est de la fiction, est-ce que c'est pas une ruse? Et pour parler justement de choses, puis... Ben là, c'est depuis le jour 1, là, comment dire, c'est évident que c'est une ruse. L'écriture est une ruse, ce que je veux dire. Mais bon, c'est une ruse fictionnelle. Mais est-ce que c'est pas plus franc d'écrire un essai? Non, normalement, je suis trop franc. OK. Ça m'a causé quelques problèmes. Et au contraire, le fait de passer par la fiction permet de faire intervenir quelque chose qui s'appelle une forme d'humour, je dirais, de décloisonnement de cette pensée identitaire, qui n'est pas propre uniquement au Parti québécois, et de mettre en place de la rêverie, de la fiction, de l'amour, de mettre en place aussi l'itinéraire assez ordinaire d'un professeur d'université qui, sur une année, conçoit ses livres, ses projets. C'est pas plus que ça, hein, ni moins. Alors, non, le nous, moi, en soi, c'est pas qu'il me fait peur, le nous. Ce que j'aime pas, c'est lorsque le nous devient une sorte d'armure qui permet d'éviter de se poser des questions sur des symptômes sociaux. Et l'épisode de la charte, tel qu'il apparaît dans ma fiction, a été, à mon avis, un moment assez triste de la politique québécoise. Parce que d'une critique du nous, aujourd'hui, j'ai l'impression qui est peut-être légitime, là, qui est sûrement légitime, mais qu'on dérive vers une sorte de volonté d'oubli du Québec. Je donne des exemples précis. On m'a parlé d'un débat au département de sociologie de l'UQAM où on voudrait cesser d'enseigner le cours sociologie du Québec. Absolument. Pourquoi? Parce que la notion de Québec serait trop englobante. Après ça, il y avait un autre chercheur, l'autre fois, qui m'a alerté, qui m'a dit, en histoire de l'art, l'histoire de l'art québécois fait l'objet de très peu d'intérêt de la part des étudiants et on a presque plus de spécialistes dans ce domaine-là. Je vais vous indiquer... Et je vais vous donner un autre exemple. En sciences politiques, Oui. mon ami Marc Chevrier m'a dit que si on veut être certain de ne pas avoir des inscrits dans notre cours, il faut mettre le mot Québec. Si on enlève le mot Québec et on met le mot international, ah ben là, ou États-Unis, ou... Est-ce que la critique du nous, qui est celle de votre personnage, on peut dériver vers une évacuation du Québec ou un oubli du Québec? Absolument pas. Parce que, bon, par exemple, dans le département que j'ai dirigé, qui est un département de littérature comparée à l'Université de Montréal, moi, j'ai insisté, puis ça s'ouvre cette année, sur l'engagement
d'un professeur en littérature des Premières Nations du Québec. Okay. Et j'ai créé un programme, le premier de la francophonie internationale, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées sur les récits et médias autochtones. C'est le premier de la francophonie internationale. C'est sûr que ça va se faire plutôt au Québec qu'à Dijon, pour des raisons évidentes, là, mais néanmoins, je suis content qu'on l'ait fait. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que la littérature des Premières Nations, elle passe par la réalité québécoise, elle la traverse, elle y séjourne. Il n'y a pas du tout, dans mon propos, d'aucune manière, cette attitude qui consisterait à dire... Le nous est dangereux. Non, non. Par contre, le nous tenu dans une stratégie d'instrumentalisation politique par un beau chemin, par exemple, me semble désagréable. Mais ça, c'est autre chose. Parce que je trouve que c'est un discours qui est relativement figé et qui n'octroie aucune forme de confiance en l'avenir. Or, je crois que dans des réalités qui sont celles des migrations... Mais ce que Jacques Beauchemin dit, c'est que ça prend un récit pour se projeter dans l'avenir. Ben oui, mais il n'y a pas un récit, il y a des récits. Et ça, c'est peut-être justement l'impasse du Parti québécois de ne pas avoir compris qu'il y a plusieurs récits qui convergent et divergent sur les questions de l'identité ou des identités québécoises, d'où la question de l'immigration. Si vous avez mis dehors, au cours des années 50 et 60, la communauté grecque et italienne parce qu'elle n'était pas suffisamment catholique à votre goût, puis que vous devriez comprendre ce que ça a représenté de douleur et de difficultés de part et d'autre, francophone, allophone, anglophone, peu importe, bon, et que vous recommencez le même processus avec une migration arabophone, en disant, ben, ils sont pas assez fins, on va les obliger on va les emmerder. Ben, si on les emmerde, je veux dire, après ça, on se plaindra qu'ils aient McGill. Point. Tout. Christian Saint-Germain, sur le nous, peut-être, et le récit, Moi, je vais intervenir parce que mon collègue Beauchemin travaille très sérieusement. Il faut faire très attention au travail patient et inspiré des gens qui essaient de repenser le nationalisme québécois et de formaliser en termes intellectuels la question nationale, ce qui est pour moi extrêmement précieux. Et de ce côté-là, mon collègue Beauchemin est remarquable. Moi, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points avec ce que mon ami Simon vient de dire, principalement sur la question des majorités, de la majorité québécoise. Bon, on est une majorité dans un espace précis, bien entendu, mais on est une fausse majorité. On a grandement tort de se considérer erronément comme une majorité véritable ou authentique. Pour moi, ça ne fait pas de sens. On est une minorité, on est dans un boat people linguistique en Amérique du Nord. Nous sommes menacés, nous sommes une population vieillissante. Ce n'est pas tenir un discours nationaliste de forcené qui est pas ouvert sur l'avenir. Il faut juste prendre en considération des faits, j'allais dire détestables à entendre, mais vrais. Et donc, moi, je pense pas que nous sommes une majorité. La charte, l'épisode de la charte n'est pas un épisode particulièrement joyeux, mais il fallait bien qu'on essaie un découpage identitaire. Il faut tout de même, au moment où on est probablement dissous dans le multiculturalisme trudeauiste, là, il y a un intérêt stratégique à essayer de se définir, de se reconnaître. Nous sommes éparpillés sur un territoire, nous n'avons pas établi une intégrité symbolique de ce que nous sommes. Nous sommes juste éparpillés le long du fleuve Saint-Laurent depuis 200 ans. Plus que ça, évidemment, mais et donc on n'a pas de conscience identitaire véritable. Le Québec, c'est la transformation du Canada français. Cette transition-là est pas évidente non plus. Pour moi, en tout respect pour ce que mon distingué collègue a dit, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. La charte, c'est quelque chose qui est malmené parce que le porteur de ballon principal est particulièrement, j'en parle d'ailleurs avec éloge dans mon livre, le porteur de ballon est particulièrement mauvais. Et donc, la question d'un peuple qui essaie de se reconnaître, qui essaie de se fonder, qui essaie de s'organiser dans le grand effort d'uniformisation de la mondialisation menacée par le multiculturalisme trudeauiste, a toutes les raisons d'essayer de se distinguer, de se découper, de reconnaître les autres, mais de se reconnaître d'abord lui-même, parce que la conscience identitaire québécoise, c'est l'État-providence, c'est l'assurance santé, c'est pas grand-chose de vraiment solide. Alors donc, la langue à Montréal est battue en brèche, même encore aujourd'hui dans la Cour supérieure, en cour d'appel, j'allais dire la défense chimérique que le PQ a mis de l'avant, la loi 101, tout ça est extrêmement fragile, et donc c'est de ce point de vue-là que moi j'ai jamais partagé la crainte, peut-être sans doute légitime de mon collègue pour l'intolérance, ou c'est toujours un risque, il y a toujours des risques de surchauffe, mais c'est pas du tout du côté d'une identité exacerbée que je vois le Québec. Moi je vois plutôt du côté d'un évanouissement progressif, lent, autour d'un discours sanitaire qui veut sauver le modèle québécois. C'est à peu près tout ce qui reste de notre identité profonde, là. Ça, pour moi, c'est pas un signe. Se reconnecter avec le récit
ancien, même. Avec Émilie Gamelin. C'est-à-dire avec une folie des grandeurs catholiques qui découvrent toute l'Amérique, qui est pas du tout... une vocation exceptionnelle. Une vocation exceptionnelle, c'est-à-dire se comprendre comme une exception heureuse en Amérique qui veut se perpétuer désespérément par tout moyen. J'ai jamais craint l'intolérance des Québécois. On a un système de santé gratuit qui est accueillant, un système scolaire gratuit qui est accueillant, et donc qu'il y ait des ratés de temps à autre avec des populations en particulier, ça peut arriver qu'il y ait des maladresses, tout le monde est d'accord avec ça, mais que l'on se mette à se menacer, à s'auto-culpabiliser quant à notre rapport à autrui, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que ça c'est une attitude de coloniser. C'est-à-dire on est installé dans une sorte de honte d'exister historiquement, on essaie de nous le rappeler, on a juste à se rappeler ce que Charles Taylor ou que le jeune Trudeau a dit de la charte, c'est-à-dire qu'ils ont complètement perdu les pédales. Je pense que Taylor a dit que ça ressemblait aux lois de Poutine à l'égard des homosexuels. Ouais. Trudeau a ajouté encore une de ces choses brillantes, comme il y en a l'habitude. Il comparait ça aux Noirs du Sud des États-Unis. Oui, et qu'on était comme ça, nous, les Québécois. Ouais, enfin, on était dans on voit bien que ça vient les chercher, enfin. Simon? Je t'avais dit, Christian, qu'on ne devrait pas accepter cette offre. Je connais depuis 30 ans, on va se brouiller. Non. C'est pas se brouiller. Non, mais c'est parce que tu dis n'importe quoi. C'est un aspect, c'est un autre aspect québécois. Là, non, mais je veux dire, premièrement, une histoire. On a le droit de se chicaner. Oui, certainement. Ça, au Québec, on le fait beaucoup. Mais de débattre, alors. Allons-y. Et puis, une écriture, c'est une histoire, c'est une représentation, là. C'est pas un donné, là. C'est pas, moi, je veux bien Émilie Gamelin, mais je la vois pas dans mes hallucinations avant de dormir, là. Je veux dire par là que il faut quand même être prudent. Je reconnais dans Christian un immense écrivain, un immense essayiste qui cadre bien avec, tu l'accepteras, Christian, avec un essai que j'ai écrit plutôt d'accord. Sur un essai que j'ai écrit il y a quelques années sur les écrivains méchants. Sur l'écriture de la méchanceté. Est-ce qu'il y a des noms? Oui, Houellebecq, par exemple. Vous allez avoir Philippe Murray avec Après l'Histoire. Vous allez avoir Jelinek, prix Nobel. Vous allez avoir Thomas Bernard. Vous allez avoir Rushdie. Vous allez avoir Naipaul. Bon, on n'a pas ça au Québec. On n'a pas ça. Les écrivains sont pas méchants. Hein. On en a un, là. Oui, lui, il est vraiment méchant, c'est un tough. Ouais. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que... Oui, voilà. Mais ce qui fait la force de Christian, ce qui fait la force de son œuvre, qui se poursuit depuis déjà de nombreuses années, ce qu'il met en place dans ses écrits, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement de l'ordre de la projection émotionnelle ou affective. C'est une réflexion extrêmement solide avec laquelle on peut être d'accord ou pas. Sur certains aspects, je ne suis pas d'accord, bien évidemment, mais qui a le mérite de nommer des aspects de crispation de la réalité québécoise et de les dire. Alors, ce que fait Christian, avec un grand bonheur de plume et aussi avec un art de pamphlétaire absolu, c'est finalement de prendre un certain nombre à la fois de personnages politiques, mais de prendre, un cadre social comme cible. Or, Christian, ce n'est pas qu'il vit un paradoxe, il en vit plusieurs, comme moi, mais c'est qu'il a à la fois cette plume qui le transforme en grand individualiste, en grand auteur de la littérature québécoise, et pas simplement de l'essai, mais en même temps, sa plume est consacrée au collectif. Donc, il y a l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est pas l'homme de la tribu, là, c'est quelqu'un qui parle en son nom propre et qui ne fait pas que dénoncer d'ailleurs, qui s'inscrit dans une intertextualité très fine. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, entre autres, même si c'est pas toujours remarqué, c'est à quel point il connaît l'œuvre de Marcel Gamache. Notamment à quel point l'intertexte de Symphorien se retrouve Symphorien est partout. Est partout, une forme de ce qu'il marque générationnellement, là, c'est sûr. Mais bon, il aurait pu prendre d'autres choses, mais c'est pas grave. Il assume totalement la réalité de son âge et de sa génération et s'est incarné. Alors après ça, je considère que ce qu'il vient de dire a juste pas d'allure, là. Mais je tenais à lui rendre hommage. Pourquoi ça n'a pas d'allure? Pourquoi ça n'a pas d'allure, là? Expliquons-nous, là. Écoutez, moi, c'est pas juste... Non, mais j'ai aimé le premier bout, là. En tout cas, j'ai aimé les premiers... Un instant. Je veux comprendre pourquoi ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Ce que je veux dire, c'est quand vous avez une société qui, du point de vue de son développement industriel, économique, fait en sorte que CGI, cet après-midi, annonce des profits de 18%. C'est une multinationale de 70 000 employés. Quand vous avez Couche-Tard, autrement dit, quand vous avez, on oublie Bombardier, quand vous avez de grandes sociétés qui essaiment sur la planète, quand vous avez un monde culturel
qui représente les ambassadeurs du Québec. Et là, je fais un peu, publicité gouvernementale, là. Ouais. Je dirais, le discours de la victimisation et du retour aux origines et de la refondation fondée sur une présence parcellaire sur les rives du Saint-Laurent, j'aurais le goût de dire à Christian, on a duré, et non seulement on a duré, mais on est pas mal fixé au territoire. Donc, cette faiblesse que nous nous attribuons, cette fragilité que nous nous attribuons a certes existé dans l'histoire du Québec et du Canada français, ça c'est évident, c'est la colonisation, c'est le colonialisme, c'est la conquête britannique. Mais je crois que nos représentations idéologiques du Québec sont en porte-à-faux à l'égard de ce qu'est le Québec aujourd'hui. Point à la ligne. Donc, ça s'appelle une mythologie. Il y a, dans le discours historiographique québécois, comme dans le discours littéraire, le discours de l'institution littéraire québécoise, une sorte de croyance aveugle à l'égard de l'histoire. Or, l'histoire est une construction, est une représentation. Elle est fondée sur des faits, sur des documents, mais elle est aussi une écriture. Michel de Certeau a écrit l'écriture de l'histoire, il y a eu toute une école historique dans ce domaine. Et moi, ce que j'ai voulu accentuer par l'écriture de ma fiction, c'est le fait que l'histoire est en mouvement et relève de l'imaginaire. Je suis un littéraire. Donc, à partir de là, je travaille quoi? Je travaille des crispations d'imaginaire. Puis moi, ce qui m'intéresse dans le Québec, ça m'intéresse absolument, parce que sinon, j'en parlerai pas, c'est justement là où ça fonctionne de manière toute croche. Il y avait le mouvement Tip-Hop au Québec dans les années 60, là, qui était justement ce mouvement du bricolage de la culture québécoise. Pour moi, la culture québécoise, elle est bricolée, elle est forte, elle est même collée, elle est constituée, mais elle est branchée et elle se constitue de branchements. Bricolage? Oui, peut-être, je sais pas. Mais encore, je pense que je suis bien content qu'on n'ait pas à s'affronter sur des questions aussi sensibles. Soyons précautionneux sur ces questions, parce moi, que c'est vrai. Les questions sensibles, c'est parce que Simon est un ami de longue date et on a travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble sur des questions et l'isolement. Je dis toujours que le travail intellectuel puis le travail d'écriture, j'ai assez aimé d'ailleurs ce que tu as dit sur ma méchanceté. Bien que je suis un très gentil garçon, c'est parce que j'ai beaucoup d'amour à donner, mais je trouve pas toujours les gens à qui le donner. C'est ça mon drame. Oui, je sais. J'en ferai une chanson. mais je reviens à cette question de l'isolement, du silence, du grand lac noir, du silence québécois, là. C'est-à-dire écrire un livre, soulever une hypothèse, quelle qu'elle soit, c'est toujours être voué à une solitude, à prêcher dans le désert. En ce sens-là, Jean-Baptiste est véritablement notre patron. Pas ce soir. Non, pas ce soir, mais il y a toujours, faisons l'hypothèse, parce que moi, mon travail dans le bluff québécois puis dans le mal du Québec, c'était d'essayer de suggérer que c'est quand même pas rien comme affirmation. C'était tout de même de suggérer que le principal parti nationaliste, c'est-à-dire celui qui a le monopole discursif sur l'indépendance nationale, dans le fond, n'a jamais été intéressé véritablement à réaliser ce qu'il prétend vouloir réaliser. Que c'est ça, pour moi, c'est ça notre fiction, notre pathologie collective, une sorte de palabre, une sorte d'exercice épistolaire de lettres de démission successives de chefs qui se présentent en larmoyant, en disant je m'en vais travailler avec mes enfants, ou ça n'a pas donné, ou ça tombe mal dans ma vie. On avait juste à voir Alexandre Cloutier, par exemple, qui lui soupesait, je retourne-tu dans un bureau d'avocat, ou je continue ma belle carrière politique. Enfin, comme si la question nationale était vouée au carriérisme, alors que pour moi c'est de l'ordre de la vocation, et c'est pour moi le Québec que j'aime et que je crois comprendre, c'est celui de la folie mystique, là. C'est celui de l'inspiration, c'est celui de la traversée de Marie d'Incarnation, c'est cette grandiosité-là, moi, qui m'intéresse. Le Québec de la Révolution tranquille, je le trouve intéressant, mais je le trouve dangereux au sens suivant, c'est-à-dire au sens où il nous fait perdre notre identité pour nous faire préférer une conscience étatique, c'est-à-dire de faire de nous des bénéficiaires perpétuels, à perpétuelle demeure. Et d'ailleurs, l'une des questions politiques sous-jacentes à tout mon travail, parce que quand vous posiez tout à fait en début de parcours la question pourquoi vous parlez pas de Couillard, mais on parle pas de Couillard, parce que Couillard, on sait bien que ce n'est qu'un avatar, ce n'est qu'un le symptôme de la Fédération professionnelle des médecins spécialistes qui est représenté, et pour qui la question politique du Québec, c'est comment maintenir le système de santé québécois à flot, comment continuer la vie artificielle d'un système qui est voué évidemment à s'effondrer avec le vieillissement de la population et l'augmentation des coûts, mais comment gagner des années supplémentaires. C'est la seule question qui intéresse Couillard et ses acolytes immédiats, là. C'est comment maintenir
maintenir ce système-là. Les autres questions, l'école qui fabrique des analphabètes, c'est le dernier souci. On soupe de 20 millions ici, 10 millions là, on change de ministre à toutes les 3 semaines. Un instant, je vais me faire l'avocat du diable, là, donc des politiciens. Je vous écoute parler, j'ai lu vos livres, puis je me dis que la réponse du politicien, ce serait, pourquoi tu y vas pas, toi? On y a pensé, mais on n'a pas une grosse santé, c'est ça notre drame. C'est parce qu'on fondera. Non, mais si ça vous passionne tant, le Québec, on fondera un parti, c'est ça le problème. C'est ça, on cherche le véhicule de salut bouddhique qui peut nous accommoder, ce qui est pas évident. Je pense que le travail intellectuel, puis le travail sur le Québec, parce que l'exemple que vous donniez aussi en début sur la disparition du mot Québec dans les choix de cours, c'est typique du Québec moderne, là, c'est-à-dire le Québec qui est rendu ailleurs avec ces jeunes cosmopolites, avec de ce personnage-là, avec leur diplôme de pacotille. Ah oui, il décroche la langue française. Comment ça, il décroche la langue française? Il y a un passage. Trouvez-moi ça, il décroche pas la langue française. Il est plus sûr que c'est vraiment. Il est marié à une fille de Dorval, c'est autre chose. Non, il dit c'est une langue à 167. 167. Il dit c'est une langue ethnique au fond qui intéresse pas les. Citez-moi ça. Là, oui. Trop de politiques relaient l'opinion commune en se contentant de dire la plupart du temps que la langue est l'identité d'un peuple. Mais ce discours semble accréditer une logique, celle du droit du sol, qui se déplace de façon bien particulière dans le domaine des représentations de la langue d'origine, de l'enracinement du sujet dans l'espace linguistique, celui du Québec notamment, métamorphosé. C'est un prof, c'est un personnage, je parle de même. Hein. Oui, je sais, mais je ne savais pas de savoir si c'est votre position. J'essaie de savoir. La langue est pas. J'essaie de dire que c'est très contemporain. Le Québec contemporain, c'est ça là. La langue. C'est Jocelyn Letourneau qui dit. On a perdu. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous savez, soyons sérieux. La langue n'est pas l'identité d'un peuple. Non. C'est un marqueur important au Québec. Oui, c'est un marqueur important au Québec, mais je veux dire, on va parler du statut du yiddish et de l'hébreu à propos d'Israël. Je veux dire, c'est assez compliqué. Ce que je veux dire, c'est que des langues peuvent devenir des incarnations, peuvent devenir des expressions d'un peuple ou d'une collectivité. Mais je veux dire, quand on regarde l'histoire du monde et qu'on regarde l'histoire des transferts linguistiques, des disparitions de langues, des langues autochtones au premier chef, dire que la langue est l'identité d'un peuple, ça voudrait dire, par exemple, que les Wendat de Loretteville n'existent pas parce qu'ils ont perdu le Wendat il y a quelques 150 ans. Ou les Écossais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je veux dire, je comprends tout à fait qu'il y a une dimension importante, vernaculaire, de communication, d'expression poétique, d'expression littéraire, d'expression qui est celle d'un imaginaire profond qui est lié à une territorialisation d'une personne dans un habitat. Mais ce que je dis, par ailleurs, c'est qu'il arrive que pour de nombreuses sociétés, il n'y a pas d'adéquation entre la langue et l'identité, que c'est plus compliqué que ça. Donc on a perdu au Québec le marqueur religieux. Si on perd le marqueur linguistique, est-ce qu'il va rester quelque chose comme le Québec? On perd pas le marqueur linguistique. On perd pas le marqueur linguistique du tout. On perd pas le marqueur linguistique? Christian Saint-Germain, est-ce qu'on perd le disons que le marqueur linguistique est en mauvais état dans sa transmission scolaire, là, dans le système actuel scolaire. Il est en danger, là. Moi, j'ai même affirmé, en reprenant une formule de ce dangereux explosif Lionel Groux, notre Torah, c'était véritablement la grammaire française qui était abandonnée, qui est le dernier exemplaire de la grammaire française que les Ursulines de Trois-Rivières ont gardé. Et vieux Lionel Groux raconte que les enfants se présentaient, allaient au devant de la classe, regarder, on tournait le manuel de manière très avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, et ils retournaient en ayant appris la règle de grammaire à leur bureau pour la pratiquer. Évidemment, dans l'école moderne, on aurait écrit en cas de feu, laissez brûler, mais dans la perspective d'une langue minoritaire en Amérique où on parle beaucoup anglais et bientôt espagnol, je pense que c'est un définisseur identitaire de première importance. C'est pour ça que je l'ai comparé à notre Torah. Ça donne une idée de la vénération que j'éprouve à l'égard de la survie de la langue française. C'est le même sursaut que j'éprouve aussi quand je me rends, je sais pas, au Nouveau-Mexique en vacances et je vois dans une vieille ville américaine où il y a un père qui s'appelle le père Lamy. Et là,
Y, qui est allé fonder une église au Nouveau-Mexique avec les Indiens Hopi ou je ne sais quelle tribu, là. Pour moi, ça me fascine. Ça, pour moi, c'est l'idéal, c'est la vie française en Amérique. Et c'est ça qui me bouleverse. Enfin, c'est une expérience bouleversante. Je ne veux pas la thématiser nécessairement politiquement, mais c'est à partir de cet idéal-là et non à partir d'une perspective de renfrognement ou de crainte. C'est d'avoir vu pendant un instant l'Amérique française se déplier. Est-ce qu'on peut la critiquer? C'est autre chose, mais moi, c'est ça mon émerveillement. C'est ce qui me passionne, là. Je vous rappelle que nous sommes présentement à la librairie Olivieri, où avait lieu un débat entre les deux auteurs, Simon Harel et Christian Saint-Germain. Ce débat a été animé par Antoine Robitaille, éditorialiste au journal Le Devoir. Bien, il y a un micro, il y a peut-être des questions. Vous êtes très gentil, vous écoutez... Religieusement. Oui, religieux, c'est très, très agréable, une écoute active, mais vous seriez encore plus actif si vous aviez des questions, peut-être. J'aimerais que vous me parliez davantage de votre mystique, de votre identité mystique et d'une réalité du peuple québécois qui a été fondée, surtout Montréal, il y a 375 ans, Bien sûr. par des fous. Oui, Les fous de Dieu. des fous de Dieu. Voilà. Absolument. Ils sont partis de Troyes, à partir d'une lecture des relations de jésuites. Ils ont eu des rêves, des songes, des illuminations. Est-ce que c'est ce que vous pensez qui serait la recette gagnante de notre peuple québécois aujourd'hui pour finalement qu'on trouve le filon sauveur, salvateur? C'est très religieux et très catholique. C'est quoi votre pensée profonde? Oui, il a parlé de Marie de l'Incarnation, mais il y avait même de Maisonneuve qui était aussi assez carabiné, hein, comme... et il y avait tous ceux qui étaient cachés par l'arrière, qui fournissaient de l'argent, qui étaient proches du Madame roi. la Pelletrie. Oui, voilà, qui étaient proches du roi et tout ça, mais ils ne disaient pas, ils ne vantaient pas, qu'ils investissaient des sommes assez importantes pour cette extraordinaire aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me dites que ça prendrait des gens un petit peu flagués, hein, aussi capotés, Exact. pour arriver à sortir de ce marasme complètement drabe, C'est une bonne question. beige. Dans le fond, c'est la question existentielle que je vous pose et que je me pose. Et shakespearienne, oui. Moi, choisissez un auteur. Québec. Dostoïevski, j'aimerais très mieux. bien, très bien. Alors donc, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur de votre question. En fait, je n'imagine pas. D'abord, être politicien québécois, être à la tête de l'État québécois, pour moi, c'est l'équivalent, j'emploie le mot avec crainte et tremblement, c'est l'équivalent d'un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est l'équivalent, donc, d'une vocation, d'une mission. C'est pas une carrière. Je pense toujours à cette idée que le vieux Groux toujours dit le peuple québécois, c'est un peuple qui, comme quelques nations dans le monde, se demande toujours en se levant le matin s'il va disparaître ou s'il va continuer d'exister. Pour moi, c'est à partir de cette vision tragique, là, donc, de l'histoire du Québec que je perçois la suite et l'ordre des choses. Dans le fond, la référence mystique, c'est une référence à quelque chose qui est de l'ordre de l'idéal du moi, au sens où je ne peux pas imaginer, je ne pourrais pas vous fournir mon programme politique mystique et je ne pourrais pas vous bénir à la fin de la soirée non plus. Rassurez-vous, peut-être vous confesser, mais qui sait. Ça me prendrait combien de temps? Ce serait un programme politique mystique. Mais je ne peux pas le Avec fournir. Simon, Mais si j'ai une certitude, si j'ai la moindre certitude, c'est de bien savoir que de laisser le Québec dans la foulée de la Révolution tranquille, c'est une erreur et c'est un danger. C'est un danger parce que cet esprit-là, cette conscience de perpétuel bénéficiaire, de perpétuel individu soumis, ça ne peut pas mener à autre chose qu'un discours sanitaire ou hygiénique sur les patates chimiques ou je sais trop, les patates en poudre ou le nombre de bains de bénéficiaires. Pour moi, ça ne peut mener qu'à ça. Donc, il n'y a pas d'issue de ce côté-là. La référence à la mystique, c'est la référence à quelque chose de transcendant, à l'image d'un grand autre, qu'on appelle un garantie pour accomplir quelque chose dans
l'histoire qui va être éventuellement prodigieux, parce que pour moi, l'indépendance du Québec, c'est quelque chose de prodigieux au sens de son enfermement à la fois dans le Canada anglais et par rapport aux États-Unis. C'est quelque chose qui serait de l'ordre du miraculeux. C'est faisable, j'en suis pleinement convaincu, mais ça suppose un grand élan, ça suppose quelque chose sur lequel on s'appuie sur une certaine transcendance. On n'y échappe pas. C'est pas de la gestion à la petite semaine, parce que la gestion à la petite semaine, on l'a depuis 50 ans. C'est un dépérissement lent. Je sais qu'on peut avoir une perspective optimiste, qu'on peut refuser ce discours-là, mais moi, c'est ma position. Donc, et c'est pour ça que, par exemple, l'argumentaire économique pour la question de l'indépendance m'a toujours semblé une erreur, parce que dans le fond, quand on regarde les Québécois, peu de gens se sont dotés d'instruments d'instruments économiques pour leur retraite. Les gens vivent un salaire à la fois. Donc, dès qu'un gouvernement de type péquiste se lance en disant vous allez recevoir vos chèques plus vite avec nous autres, ou suivez-nous, on va vous vacciner gratis encore cette année, tout ça, ça va nulle part. Pour moi, c'est de la foutaise, c'est de la sottise. Et donc, il faut pas se lancer là-dedans. Il faut se lancer du côté d'un affect qui implique l'honneur, le rétablissement, puis de rejouer la conquête de 1759, c'est-à-dire d'être capable de rejouer l'histoire à partir d'un horizon. Et c'est pour ça que dans mon ouvrage, je me suis toujours étonné qu'un gouvernement péquiste, par exemple, au pouvoir, n'ait pas tenté désespérément de rétablir les liens avec tous les francophones d'Amérique du Nord qui sont rendus aux États-Unis, qui ont défiguré leur nom pour aller vivre ailleurs, qu'on n'ait pas doté l'État doter les Québécois d'un ministère qui vise à rétablir les gens de la Grande Saignée, de rétablir sa diaspora américaine. Pour moi, je dis pas que ça marcherait, je dis que c'est un geste de grandeur et de respiration en Amérique. C'est pas en disant comment faire pour sauver tel morceau sédimenté et syndicalisé de la Révolution tranquille. Il y a aucune issue là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je peux pas vous répondre dans le détail sur la question mystique. Je vous dis juste que dans le fond, s'il y a une figure d'idéal du moi, c'est de ce côté-là, c'est dans la folie grandiose des fondateurs. C'est juste ça. Sur les francophones hors Québec, il y a eu la fondation du Centre de francophonie des Amériques à Québec lors du 400e. Par Benoît Pelletier, celui l'électrisant. L'électrisant, oui, c'est ça. L'électrisant Benoît Pelletier. Donc, vous convergez sur cette question-là. Oui. Simon, c'est un juriste comme moi. Oui. Simon, avez-vous sur cette question de la mystique qui est absolument intéressante, elle peut mener à tous les abus, évidemment. Hein. C'est cette mystique qui est cet appel au grand autre, là, disons, les références psychanalytiques obligent, ou à l'idéal du moi, évidemment, peut être la source des plus grands élans, tout comme peut être la source, je dirais, des plus grands dangers, c'est-à-dire des plus grandes régressions. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'en arriver à établir, mais avec beaucoup de prudence, là, parce que le terme mystique est absolument intéressant, mais encore une fois, il peut révéler une forme de vitalisme ou d'énergie vitale. Hein. Ce serait de penser à une mystique contemporaine. C'est-à-dire d'une forme, je dirais, d'emportement qui relève pas tant de la religion que d'un rapport à un monde idéal. Ce que les Autochtones appellent une cosmologie. Et là, on a Mme Saganache en ce moment qui travaille avec M. Hossan et puis Maïté. C'est intéressant ce qu'ils font. Ils sont en train de réfléchir. Puis, qu'est-ce qui va surgir de ça? Ça m'intéresse énormément. Parce que justement, je ne sais pas ce qui va en surgir. Bon. Alors, il est évident que la présence française et canadienne en Amérique, je veux dire que ce soit les grands oubliés de Bouchard ou d'autres, ou les métis de l'Ouest, ça fait partie pour moi d'une réalité absolument essentielle et qui rejoint une mystique qui est celle du déplacement, du truchement, de la traduction, qui a été, pas l'essence, mais qui a été la raison pratique de ce que nous sommes devenus par la suite. Je regrette simplement une forme de sédentarisation intellectuelle qui n'ose pas prendre de risques. C'est ça. Et qui consiste à dire, dans le fond, on a décidé qu'on était Québécois. Les Franco-Canadiens, de toute façon, on les a foutus dehors parce que ça correspondait pas au modèle de la Révolution tranquille au début des années 60. Puis là, on se retrouve un peu comme le village d'Astérix. On s'en sort pas si mal. Puis on fait dans l'intendance en disant, comme le mentionne Christian, en 2022, là, on devrait être capable d'en parler. Mais ça, c'est de la médiocrité. La mystique, qui peut être celle de Cioran, qui peut être celle de Marie d'Incarnation ou de Dostoïevski, mais ça ferait un beau programme politique, ça. Ouais. Ça veut dire, d'une certaine manière, prendre des risques. Et moi, je reviens souvent à ce qu'écrivait Rémi Savard en 1976, au moment de l'élection du Parti québécois.
Dans la presse, dans le Devoir, après ça a été dans ses livres, qui disait l'avenir du Québec, dans le fond, repose sur un dialogue entre les Premières Nations des Amériques, repose sur cette rencontre, je dirais, ces contacts de culture extrêmement vifs et puissants. Et puis, d'une certaine manière, ce que disait Rémi Savard, c'est sinon ça vaut pas la peine. Pourquoi pas faire une république transculturelle, indigéniste, qui serait la première des Amériques? Une sorte, non pas de Bolivie, encore que le modèle n'est pas bête du tout, mais de prendre au sérieux les différents aspects de l'enracinement dans l'histoire et de les actualiser dans un projet politique. Et en ce sens-là, ce que font Saganash et autres, moi, m'intéresse simplement parce que on sort d'une logique qui est celle, je dirais, de la gestion provinciale et on se plonge dans une réalité qui est celle du désir du territoire et pas de son cloisonnement, puis on ose rêver. Alors moi, je considère que le droit au rêve est absolu et que de ce point de vue-là, indigénisme, migration font partie de cette réalité québécoise d'aujourd'hui, d'hier et de demain, et que cette alliance est possible. Elle est folle, elle est mystique. Mais notre indigénisme à nous, c'est pas la Nouvelle-France? On s'est ensauvagé très rapidement, je pense, hein, d'une certaine manière, tout le rapport à la culture, à la langue, à la littérature. Alors certainement qu'il y a un rapport à la Nouvelle-France. Il n'est pas à négliger, il n'est surtout pas à mettre de côté. Comme on le fait actuellement. Oui, c'est ça. Non, ça bien sûr. Non, mais il ne s'agit pas non plus d'être des révisionnistes historiques, mais en même temps, la profondeur de l'enracinement, je dirais, existentiel et matériel des devenus québécois dans l'histoire fait en sorte que le projet, appelons-le indépendantiste, pourrait être extraordinairement, non pas stimulant, mais puissant, évocateur, pourrait reprendre même un aspect légendaire qui est celui de la poésie d'un Fréchette et d'autres, mais qui serait actualisé dans une réalité historique qui ne serait pas tronquée. Mais là, ça suppose d'avoir comme objectif politique autre chose que de vouloir se payer un troisième char. C'est un bon mot de la fin, je pense. On vous remercie infiniment pour cette conversation. Merci à vous. Merci d'avoir été présent.